Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast de Culture Soccer consacré à 100% au soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos animateurs, Adi Raphaël. Je suis rejoint comme d'habitude par mon cher ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, merci Adi. Et toi? Ouais, ça va, je suis super content. On continue, on avance avec CS à l'érable. Et puis, je pense que ça se passe très très bien. Et cette fois-ci, on a décidé d'avoir un invité encore une fois. On essaye, bien évidemment, on multiplie les contacts et ainsi de suite. Et cette fois-ci, on a un gros nom. On a avec nous Mike Vitulano qui est ici. Salut Mike, ça va bien aujourd'hui? Ça va très très bien. Et vous? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment très apprécié de te libérer pour nous. Ah, c'est avec plaisir. Parfait. Ben, Mike Vitulano, pour ceux qui ne connaissent pas, il est responsable de la formation des éducateurs à Soccer Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle et en quoi il consiste et c'est quoi exactement? Je sais que tu t'occupes bien évidemment de la formation, mais si tu peux rentrer un peu en détail par rapport à ton rôle avec Soccer Québec. Oui, absolument. Donc, c'est un rôle qui a été créé il y a 2 ans à Soccer Québec, en 2018. Donc, j'ai été la première personne à être engagée pour ce rôle-là. C'était un manque dans le domaine à Soccer Québec, simplement parce que de plus en plus d'éducateurs voulaient suivre des formations et le système devenait très lourd. Donc, c'était un comble c'était un manque qu'il fallait absolument, combler. Donc, c'est un rôle qui a plusieurs sphères différentes. Il y a les relations avec Canada Soccer parce qu'il y a des formations qui existent que nous livrons au nom de Canada Soccer. Et il y a aussi des formations qu'on développe nous-mêmes au Québec pour le système québécois, pour les éducateurs, les entraîneurs québécois et québécoises. Donc, c'est un rôle qui est complexe à expliquer. Je veux dire, je fais partie de beaucoup de conversations différentes en termes du développement du sport aussi pour être certain que tout est aligné. Il faut évidemment pas travailler en silo où je m'occupe des éducateurs pendant qu'un autre s'occupe de la haute performance et ainsi de suite. C'est d'essayer de travailler ensemble. Donc, on forme une belle équipe pour essayer de développer un système qui a un standard assez haut, mais qui est vraiment arrimé et qui travaille ensemble. Merci. Et est-ce que tu pourrais pour nos auditeurs que ça pourrait intéresser, est-ce que tu pourrais nous énumérer les étapes afin de devenir un entraîneur de haut niveau au Québec? Absolument. Donc, pour moi, la première chose, c'est que un éducateur, pour devenir un coach de haut niveau, la première chose à faire, c'est connaître soi-même. Et j'étais justement en discussion l'autre matin avec un groupe de travail. Et on discutait justement de ce sujet-là où il y a un gros manque dans notre système où les éducateurs suivent les parcours, donc la licence C et ainsi de suite jusqu'à la licence A dans le programme canadien. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce que les joueurs de haut niveau recherchent dans des entraîneurs? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne relation avec eux. C'est quelqu'un qui les comprend, qui les écoute. Je connais aucun entraîneur qui a reçu déjà une carte de remerciement d'un joueur à un moment donné dans sa carrière disant « Hey, merci coach de m'avoir fait jouer arrière droit ». C'est pas ça qu'ils vont le remercier. Ils vont plutôt le remercier pour « Hey coach, merci de m'avoir écouté quand j'étais en peine. Merci de m'avoir soulagé quand j'ai connu des moments difficiles. Merci de toujours être disponible quand je veux te parler. » C'est plutôt ça. Donc, le relationnel devient une composante très importante au haut niveau. Dans le management des égos, dans le management des caractères et des personnalités différentes. Après, d'avoir les échelons technico-tactiques pour arriver là, évidemment, nous avons tous la capacité de suivre la licence C, de réussir l'examen pratique, ensuite la licence B, la licence A, donc c'est l'ordre qu'il faut les suivre, avec tous les travaux à remettre et les tâches à accomplir. Mais au bout de la ligne, c'est vraiment pour travailler au haut niveau, dans mon opinion, c'est vraiment travailler avec les personnes, savoir être humble aussi, puis savoir toujours se remettre en question pour apprendre encore plus sur soi-même et vraiment sur le système. Si on n'est pas capable de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, malheureusement, c'est là qu'on plafonne comme éducateur. Donc, pour moi, quand on parle des étapes, mais c'est une étape fondamentale en plus des échelons et des licences à compléter.
Effectivement, c'est sûr, c'est normal. Il faut vraiment se connaître soi-même, puis connaître là où il faut qu'on s'améliore. Il faut savoir quelles sont nos qualités, nos défauts, bien évidemment, mais surtout aussi, il faut vouloir donner le temps, prendre le temps d'apprendre et de s'améliorer, bien évidemment. Moi, je me rappelle parce que je sais pas si tu es au courant, Mike, mais moi, j'ai été assistant entraîneur aussi au CSMRO, donc à Montréal-Outremont. Il y a quelques années de ça. Et puis, à un moment donné, je pensais devenir entraîneur. C'est plus le cas maintenant, mais dans le temps, je voulais vraiment devenir entraîneur. Puis, j'avais commencé à faire les étapes. Je pense que pour avoir la licence C, il fallait faire 6 étapes, si je me rappelle bien. Ou je sais pas si c'est encore comme ça ou ça a changé depuis. Moi, je te parle de ça il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. C'est pas récent, là. C'est comme il y a longtemps. Ouais. Est-ce que c'est toujours comme ça où il y a 6 étapes où il faut aller... d'habitude, moi, je pense on se retrouvait au centre Claude Robillard pour faire les étapes et ainsi de suite. Est-ce que ça reste de la même façon ou ça a changé depuis? Je vais vous expliquer un peu le parcours de l'éducateur se résume par 2 volets. Il y a le volet canadien, le volet québécois. Le volet canadien commence avec les cours communautaires. Donc, c'est des cours qui sont rattachés au stade de développement du joueur. Donc, le stade 2 étant les fondamentaux. Le stade 3, c'est apprendre à s'entraîner. Le stade 7, c'est soccer pour la vie. Donc, ça, c'est les stades communautaires qu'on appelle. Donc, c'est vraiment pour encadrer les plus jeunes. C'est plus pour un parent-coach qui veut commencer dans le foot, un jeune entraîneur qui veut commencer dans le foot, un ex-joueur peut-être qui veut commencer à entraîner. Après, il y a le niveau compétitif, disons, où tu commences avec la licence C. Par contre, il y a des prérequis pour être admis à la licence C. C'est des cours, c'est des formations multisports qui sont offertes par Sport Québec. Donc, compétition introduction partie A, qui comporte 2 modules, prise des décisions éthiques et un deuxième, et compétition introduction partie B. Donc, ça, c'est déjà un engagement parce que c'est 2 week-ends complets à Sport Québec. Tu es mélangé avec d'autres entraîneurs de d'autres sports. Et ça, c'est juste les prérequis. Ça, c'est même avant de venir à la licence C. Une fois rendu à la licence C, c'est 4 jours de formation, souvent divisés en 2 week-ends, où il y a beaucoup d'interactions en classe, mais aussi sur le terrain, où on apprend différentes phases du jeu et tout ça, qui est suivi par une évaluation pratique sur le terrain environ, 3 à 6 mois plus tard. Okay? Une fois que tu mets en application tout ça. Ça, c'est juste le niveau de la licence C. Peut-être dont tu parles, qu'est-ce que tu parles d'il y a environ 10 ans, tu parles peut-être du DEP, diplôme d'entraîneur provincial, qui a été changé depuis mon arrivée. J'ai décidé de changer un peu le contenu, je l'ai même renommé. D'accord. C'est ça, je me disais, parce qu'il n'y avait pas tout ça, en tout cas dans ce temps-là. Ouais. C'était vraiment complètement différent. Et je remarque que, bien évidemment, la structure a l'air beaucoup plus organisée. Il y a beaucoup plus... je trouvais pas que c'était mauvais, mais je trouvais que c'était un peu trop simple au début. Puis là, je vois que ça a beaucoup changé, mais je pense pour le mieux. Oui, le Québec a toujours été un peu pionnier dans la création de ses propres cours. Le DEP, on était la seule province au Canada qui vraiment a opéré son propre cours qui durait 3 jours plus une évaluation. Les autres provinces n'opéraient pas de la même façon. Donc, Canada Soccer, à un moment donné, a fait un virage et s'est dit, OK, on va créer une licence C. Ça a vu le jour en 2014, piloté quelques années pour qu'en 2016, vraiment, ça a commencé à être livré à travers le pays. Et au Québec, il y a plus de 150 à 200 entraîneurs qui suivent la licence C par année. Donc, imaginez tous les prérequis qu'ils ont dû faire avant les 2 week-ends à Sport Québec. C'est quand même demandant. C'est un engagement qu'ils font. Puis, on apprécie déjà le temps qui se dévoue à notre système puis aux jeunes joueurs et joueuses à travers la province. Mais le fait de voir ces entraîneurs-là, jeunes ou vieux, passer par le système, c'est quand même quelque chose de bien. Parfait. Maintenant, on est en train de parler des entraîneurs de soccer au Québec.
Est-ce que selon toi, quel est le niveau des entraîneurs de soccer au Québec maintenant? Est-ce que tu sens, par exemple, qu'on va voir bientôt d'autres jeunes entraîneurs québécois qui seraient responsables d'un effectif professionnel dans le futur, un peu comme les pionniers qu'on a vus, les Mauro Biello, les Marc Dos Santos et même ceux qui sont venus avant, hein? On parle de John Limniatis ou bien Valerio Gazzola. Bref, il y en a plusieurs, on va pas tous les nommer, mais est-ce que tu penses que il y a ce potentiel-là, il y a un niveau chez les entraîneurs de soccer au Québec? Oui, absolument. Je pense que j'ai déjà vécu dans une autre province. J'avais le rôle de directeur technique au Manitoba, puis à travers ce rôle-là, je me suis familiarisé avec le reste du pays et le niveau des entraîneurs et leur approche. Et j'ai beaucoup appris dans tout ça, mais j'ai aussi réalisé en même temps, puis je l'ai dit quand j'étais au Manitoba et même quand je suis retourné, que j'ai toujours trouvé que les entraîneurs au Québec avaient une certaine structure, une façon de faire sur le terrain qui était un peu plus avancée que les autres provinces. Je suis sûr que les entraîneurs des autres provinces aussi ont quelque chose à nous apporter aussi. On apprend un de l'autre, mais au Québec, je trouve que en termes d'organisation, de façon de structurer des exercices, de façon même le caractère et notre volonté de vouloir gagner des matchs, puis notre compétitivité, notre dévouement vers le sport, j'ai toujours trouvé qu'on avait une coche au-dessus. Donc oui, puis les Dos Santos, les frères, les Biello, Wilfred Nancy, ceux que tu as nommés aussi, John et il y a Andrea Di Pietrantonio, Valerio, ils ont tous créé un peu un chemin pour une future génération d'aller dans ce chemin-là. Et on voit dans notre système de plus en plus, puis je peux parler pour la licenciée, de plus en plus d'ex-joueurs qui rentrent, qui commencent à prendre des cours parce qu'ils veulent suivre ça. Et c'est sûr que s'ils ont un bagage d'ex-pro, d'ex-équipe nationale, mais c'est un bagage supplémentaire pour arriver au prochain niveau, en plus de leur nom qui est déjà connu. Donc, tu sais, je pourrais pas te nommer exactement qui va aller au prochain niveau bientôt, mais je sens qu'il va y avoir une vague d'entraîneurs dans les prochaines années, garçons et filles. On parle de Jessica Silva aussi, qui est en Europe, qui est passée par notre système, qui travaille avec FC Metz. Donc, il y a plusieurs jeunes entraîneurs, garçons et filles, qui vont voir le monde professionnel dans les 10 prochaines années. J'en suis persuadé. Merci. Vous avez parlé du Manitoba, puis c'est une province qu'on connaît pas. À CS à l'érable, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir des invités qui viennent de là. Fait qu'on aimerait bien que vous nous parliez un peu de l'expérience là-bas, puis comment ça te sert aujourd'hui dans ton rôle au Québec? Oui, donc c'était une belle expérience. C'était une opportunité où le directeur général m'a approché pour prendre le rôle de directeur technique. Mon expérience là-bas a seulement duré près de 11-12 mois, donc c'était plus court que prévu. Par contre, une chose est certaine, c'est que j'ai fait des amis là-bas, des personnes qui ont une place spéciale pour moi dans mon cœur. Des amis que je vais avoir pour la vie grâce à mon expérience là-bas. Puis en plus, ça m'a permis tu sais, je voyageais beaucoup à Vancouver et dans d'autres provinces pour des réunions, puis des comités de travail, puis visiter les Vancouver Whitecaps en même temps. Donc, l'expérience était positive. Il y a certaines choses dans mon travail que j'avais pas trop appréciées, dont j'ai décidé de retourner. Mais sinon, je regrette aucunement d'avoir dépenser plein d'argent pour déménager à Manitoba, redéménager à Montréal une deuxième fois. Je regrette absolument pas ça parce que ça m'a enrichi comme personne, ça m'a fait grandir. Puis je pense que je considérais que j'avais déjà une ouverture d'esprit, mais j'ai réalisé qu'au Manitoba, puis dans ces provinces un peu plus de l'Ouest, ils ont une grande ouverture d'esprit. Puis ils sont constamment dans l'apprentissage, puis ils veulent toujours échanger. Donc, moi, ça m'a permis de ramener ça dans mon rôle ici. Puis j'essaie d'enseigner ça, si on veut, dans les cours, puis dans les formations, dans notre mentalité, dans notre approche pour être certain parce que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, d'écouter les gens, puis de vouloir en apprendre plus. Le foot, la beauté de notre foot, c'est que c'est aucunement absolu. Je peux décider de jouer avec des arrières latéraux très, très serrés, tandis que l'autre peut décider de jouer avec des arrières latéraux hauts et larges. Et les deux, on a raison. C'est le débat continuel qu'on peut avoir, mais les deux, on a raison. Donc, on doit avoir quand même une ouverture à ça. Donc, c'est ça un peu que j'ai appris du Manitoba. C'est une province
très plate, flat, you know. Ouais, pas plate ennuyeuse, plus plate. Ouais, exactement. Le relief, ouais. Ouais, mais puis il y avait une belle communauté francophone. C'est ça qui m'a surpris. Je me rappelle très bien aller dans des bars strictement francophones où il y avait des matchs des Canadiens. J'étais très surpris. J'ai même porté mon maillot du Canadien à un moment donné. Je pense que c'était cool à voir. Il y a signalisation en français et en anglais, donc j'étais surpris de ça. Je ne savais pas. Il y a des petites communautés francophones qui existent au Manitoba qui étaient très impressionnantes. Ah ben c'est cool à savoir tout ça. Donc comme quoi, il y a encore beaucoup de communautés francophones à travers le Canada, un peu partout, bien évidemment, surtout au Manitoba. Je suppose, bon, tu as parlé un peu de comment ça t'a servi, ton expérience au Manitoba, comment elle t'a servi dans ton rôle aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as amené quelque chose au Manitoba du Québec? Tu leur as donné de la poutine, tu leur as fait à manger? La poutine, il l'avait déjà. Ok, en termes de foot, je pense que le feedback que j'ai reçu à plusieurs reprises, c'est que j'essayais de rassembler tout le monde. J'ai vraiment pris les premiers 3 mois pour écouter tout le monde, pour écouter les clubs. Mais le feedback qu'ils m'ont donné, Mike, tu fais un bon travail à rassembler tout le monde, puis vraiment à écouter nos besoins. Tandis que avec les directeurs techniques précédents, c'était pas toujours le cas. Donc, je pense que c'est une bonne qualité à avoir de pouvoir rassembler les gens puis d'écouter. Après, je voulais mettre en place quelques nouvelles idées et c'est là que ça n'a pas toujours passé. C'était un peu plus complexe, mais il faut comprendre que leur système n'est pas aussi développé que le nôtre. En termes d'exemple au Québec, une fédération provinciale, évidemment, 18 associations régionales en dessous de la fédération et 220 clubs dans notre structure. Au Manitoba, on parlait de plutôt 7 clubs et quelques-uns qu'on développait autour de la ville de Winnipeg. Donc, déjà, tu vois une grande différence. Tu sais, quand je parlais de 200 licenciés par année, 200 coachs qui suivent la licence, là-bas, il y en avait peut-être 1 ou 2 par année. Avec 20 ou 30 éducateurs. Donc, il y a une grande différence en termes de population ou de communauté de soccer. Donc, j'espère que je leur ai amené quelque chose, un peu de rigueur, je ne sais pas. Mais bon, je pense que, encore, le fait que je suis toujours en communication avec eux, le directeur technique maintenant, c'était un de mes adjoints quand j'étais là. Donc, j'espère que j'ai pu créer. Puis, on communique constamment 1-2 fois par semaine pour voir où ce qu'il y en est. Puis, s'il y a besoin d'aide, mais je suis là pour l'aider. Ah ben c'est cool. Ben, de toute façon, maintenant, ils ont au moins eu la chance d'avoir un club pro à Winnipeg là, avec le Valor. Ouais. Et d'ailleurs, justement, parlant de Valor et de la Canadian Premier League, on attend tous un club au Québec avec impatience. Absolument. Ou 2, même 2. Oui, bien sûr. 1, 2, autant Commençons par un déjà, ouais. puis le deuxième, on verra. On attend, ben, c'est sûr qu'on aimerait avoir notre rivalité québécoise, là, je dirais pas le contraire. Est-ce que tu crois que avoir 1, 2 et plus clubs de Canadian Premier League dans la province, ça pourrait élever le niveau de formation des jeunes et des coachs surtout, ton côté à toi? Oui, absolument, 100%. Je pense que c'est une nécessité. Depuis 5-6 ans, moi personnellement, avec d'autres coachs de la province, on le dit souvent que c'était un manque et finalement, on a une ligue canadienne. L'équipe la plus proche, Ottawa, dans le futur, 1 ou 2 franchises au Québec, mais absolument, c'est une nécessité pour les jeunes garçons de quelque part entre 17 et 23 ans. Il y a un manque quelque part là-dedans. L'Académie d'Impact fait un excellent travail avec ses U17, U19, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi entre l'âge, comme j'ai dit, de 16 à 23 ans qui ont besoin de ce tremplin-là pour vraiment aller au prochain niveau. Même chose pour les coachs. Je peux imaginer une équipe au Québec, que ce soit à Québec, Sherbrooke, à Laval, à Montréal, peu importe, où est-ce qu'on peut créer des stages, où les éducateurs peuvent aller suivre une semaine ou quelques jours de voir c'est quoi le niveau pro, d'aller analyser des matchs un peu plus souvent. On fait déjà ça un peu avec l'Impact, avec la licence A. Mais si on a une équipe CPA, oui, on peut vraiment amplifier la qualité de nos joueurs et
et de nos éducateurs. Parfait. Et c'est bien que tu en parles un peu du point de vue des joueurs. On le sait comme quoi ce serait important. On en a parlé souvent ici à CS à l'érable en disant qu'il y a beaucoup de joueurs qui, avant qu'il y ait la Canadian Premier League, ce qui se passait, c'est que ils devaient à 14, 15, 16, 17, 18 ans aller tenter leur chance à l'étranger. On a vu plein de joueurs aller en France, en Espagne, en Allemagne, à droite et à gauche pour essayer de tenter leur chance parce qu'ils n'avaient pas cette chance-là de pouvoir continuer leur progression pour arriver à un statut de joueur professionnel. Et là, on parle un peu plus des coachs. Et puis, je pense aussi c'est la même chose. Moi, je le sais, quand moi, j'ai commencé à faire mes diplômes au tout début, il y a longtemps, à un moment donné, je me suis posé, j'ai essayé de voir, parce que c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Hein. Dans mon temps à moi, je suppose que maintenant, c'est la même chose. On travaille à temps plein, puis juste à côté, on est en train de faire nos diplômes pour essayer peut-être un petit jour devenir entraîneur professionnel ou quoi que ce soit. Mais après, tu voyais ton avenir. Puis moi, je me suis posé la question et je regardais mon avenir. Bon, quels sont mes débouchés en tant qu'entraîneur professionnel? Puis, à part, il y a des clubs de PLSQ, bien évidemment. On peut rentrer en tant que directeur technique dans des clubs. Ça peut être très intéressant. Mais en tant qu'entraîneur sur le terrain, t'as quelques clubs de PLSQ, mais sinon, t'as pas autant d'opportunités de travail que ça. Et c'est arrivé à là, avec une première ligue canadienne, avec des clubs au Québec, je pense que ça va beaucoup aider. Et c'est ça, je pense qui va donner un peu, on parle beaucoup de la notoriété du sport, du soccer au Québec. Et je pense que c'est ce qui manque encore parce que il y a l'intérêt. L'intérêt, il est là. Il y a de plus en plus d'intérêt autour du sport, mais c'est le côté débouché pour des jeunes apprentis, qui soient coachs, qui soient joueurs, et qui est un peu moins présent, même s'il est de loin plus présent qu'il y a une dizaine d'années. Il est un peu moins présent et je pense que ça va beaucoup aider, n'est-ce pas, Mike? Oui, absolument. Si un coach ressent qu'il y a une finalité, il y a un débouché qu'il peut aller chercher, mais ça l'inspire encore plus de s'embarquer, de se dévouer au projet dans ces échelons de licence et tout ça. Les personnes, les coachs super ambitieux comme Marc Dos Santos, Philippe Dos Santos, qui sont allés dans d'autres pays même ou villes pour aller coacher, pour aller prendre de l'expérience. C'est fantastique. Johan Damet qui est à Cincinnati. Ouais. C'est extraordinaire. Puis il y en a d'autres que je manque. C'est extraordinaire, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut-être peut déplacer sa famille. Donc, d'avoir quelque chose au Québec, d'avoir quelque chose pour vraiment qui est tangible, qui est même si c'est coach X qui coach l'équipe, mais dans notre communauté d'entraîneurs, on se connaît, fait qu'on peut partager, on peut apprendre un de l'autre, puis un jour, on peut devenir le staff technique qui s'occupe de vidéo, le staff technique qui s'occupe de la préparation physique, le staff technique qui s'occupe de peu importe. Donc, je trouve que c'est essentiel, puis ça va nous donner le goût, puis ça va inspirer encore une autre génération de jeunes entraîneurs de vouloir y arriver, absolument. Également, dans cette synergie-là avec les gens qui sont déjà en place, actuellement, il y a la PLSQ, il y a la LSEQ. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir d'autres clubs pro à Montréal, parce qu'on voit déjà l'Impact fait un gros travail de formation au niveau des entraîneurs, d'accompagnement. Est-ce que tu crois que d'avoir d'autres clubs pro, peut-être dans d'autres villes que Montréal aussi, ça peut aider la synergie avec la PLSQ et les niveaux inférieurs? Oui, absolument. Je pense que d'avoir des clubs CPL, un club CPL dans une ville autre que Montréal peut être une bonne chose pour aller chercher on regarde toutes les équipes qui sont dans la Ligue présente, sont toutes la majorité dans des villes qui sont un peu plus petites, ne sont pas dans les grandes régions métropolitaines, disons, quand on parle de Valor eux-mêmes. Puis c'est des régions un peu plus petites en termes de population. Halifax et tout ça, Victoria. Donc, d'avoir une équipe, exemple, à Sherbrooke ou à Trois-Rivières ou à Québec, mais je pense que ça peut amener une dimension intéressante puis une synergie intéressante dans notre province, sachant qu'à Montréal, on a déjà un club pro qui fait déjà le travail avec la structure des jeunes puis des coachs. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir dans une autre ville, ouais.
Oui, c'est sûr que ce serait intéressant, comme l'a dit Daniel et comme tu l'as dit toi-même, d'avoir un peu plus de diversifier un peu au lieu de sortir un peu de Montréal, un peu, je pense, ce serait intéressant. Mais aussi, j'aimerais qu'on parle un peu de ce sport au Québec. Moi, on parle beaucoup de la notoriété du sport. Il y a beaucoup de monde qui disent, bah oui, le hockey est roi. Puis bon, on a vu dernièrement, surtout du côté de l'Impact de Montréal, on l'a vu que les gens en place commencent à dire, ben non, il y a de la place pour du soccer au Québec. Est-ce que tu penses, toi, Mike, que effectivement, on le sait que le hockey, personne ne va dépasser le hockey. Et on n'est pas là pour prendre la place du hockey. Mais est-ce que tu penses, toi, en tant que dans ton rôle, tu as parlé du fait qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui viennent prendre les cours pour de faire la formation pour la licence C. Est-ce que tu sens que ça grandit, qu'il y a une évolution, que ça avance, il y a beaucoup plus d'intérêt, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent taper à ta porte ou taper à la porte de Soccer Québec en tant que tel? Est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a une progression de ce point de vue-là à travers la province? Oui, je pense qu'il y a deux façons de le regarder. Il y a le côté professionnel et la couverture médiatique du côté professionnel et notre attachement, nous les Québécois, au sport de foot. Et il y a aussi le côté amateur. Dans le côté amateur, notre structure, comme j'ai dit, 170 000 joueurs, elle est immense. Des milliers de jeunes garçons et filles à tous les étés de bas âge sont sur les terrains, les parents sont exposés au soccer. Donc, forcément, si notre structure grandit, le nombre d'éducateurs ou de coachs qui veulent participer dans le système va aussi grandir. En autant que les environnements qu'on crée pour les jeunes sont sains, sont sécuritaires, c'est des bons environnements, puis on donne des bonnes expériences aux jeunes, le système va grandir. Donc ça, c'est plutôt le système amateur. Après, c'est de relier pour que le système amateur ait un attachement au côté pro. Et je pense de plus en plus avec l'Impact de Montréal, la façon qu'ils sont en train de vraiment faire de la promotion de leur club, et même la MLS. Tu vois qu'il y a un engouement, un plus grand engouement qui commence à voir le jour. Puis c'est super intéressant, mais moi, je le séparais comme ça. Vraiment, la couverture médiatique pour le côté pro. Puis avec la Coupe du Monde qui s'en vient en 2026, je sais que c'est loin, c'est encore plusieurs années, mais je pense que ça va vraiment, tel que l'a fait la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, mais pour moi, ça va vraiment changer notre façon de voir le soccer. Ça va vraiment prendre une grande place. Je ne dis pas que ça va dépasser le hockey. Je pense que le hockey va toujours avoir sa place avec l'histoire du Canadien de Montréal, mais c'est vraiment, on a une belle opportunité devant nous. Puis les changements qui sont en train de faire Canada Soccer par rapport aux équipes nationales, j'y fais partie. Fait que, je connais les changements qui s'en viennent avec le leadership de John Herdman et de Jason DeVos. Je pense que même structurellement, du côté amateur, Soccer Québec est en train de mettre en place le programme de reconnaissance des clubs qui change un peu la donne et la façon qu'on travaille avec des jeunes et des adolescents aussi. Donc, tout ce changement-là est positif. On va juste voir les fruits de tout ça dans 5-10 ans, plutôt 10 ans, après la Coupe du Monde. Mais je pense que tout est en train d'amplifier. Puis le soccer, à mon opinion, même le baseball a sa place. Tous les sports auraient une place à Montréal. D'autres villes le font fonctionner. Ça fonctionne dans d'autres villes. Pourquoi pas à Montréal? Mais je pense que oui, il faut que les gens s'intéressent de plus en plus et je pense que c'est le cas. Parfait, parfait. Ben, c'est bien, tu as parlé un peu du soccer amateur. Donc, ça veut dire que on voit une progression du côté de soccer amateur. Puis, je pense et je pense qu'on dit la même chose, toi, Mike, moi, et puis Daniel, que effectivement, un club professionnel en KNPL au Québec va rajouter cet échelon qui manque afin de relier ce soccer amateur-là avec du soccer professionnel et encourager des jeunes qui pourraient avoir une carrière professionnelle à faire le saut et à tenter leur chance, ce qui est, je pense, pas trop le cas maintenant parce qu'ils ne voient pas ce genre de débouché-là, malgré le fait que ça s'est amélioré, bien évidemment, avec la première ligue canadienne, ça c'est sûr. Tu as parlé un peu, tu as mentionné brièvement des équipes nationales. J'aimerais juste parler de ton expérience personnelle à toi. Je sais que tu as fait partie de l'aventure, et quelle aventure, avec les U17 canadiens où vous êtes partis à la Coupe du Monde. Oui, je répète, la Coupe du
du Monde U17 au Brésil. Comment c'était cette aventure pour toi, Mike, au niveau professionnel, au niveau personnel et surtout au niveau collectif? On le sait très bien, bon, le Canada a joué 3 matchs, il a perdu 3 matchs, sauf que n'empêche, c'est quand même toute une expérience. Hein. Est-ce que tu aurais imaginé, toi, aller au Brésil avec une équipe nationale il y a peut-être de cela 5 ans, aller avec une équipe nationale au Brésil pour disputer une Coupe du Monde U17? J'en reviens toujours pas. C'était un mois d'octobre qui va rester imprimé dans ma mémoire pour ma vie, octobre dernier. Quelle expérience, je veux dire. On passe environ 10 jours en Argentine avant la Coupe du Monde pour s'entraîner, pour faire un dernier camp de préparation où ce qu'on doit toujours sélectionner l'effectif final. Puis le fait d'aller aux installations de la Fédération d'Argentine, où ce que Messi s'entraîne, où ce que les meilleurs joueurs du monde s'entraînent, de voir la façon que leur complexe, leur centre d'entraînement est construit et organisé avec la sécurité et tout ça, it's mind-blowing. Je me suis même promené dans les rues un peu. Je suis allé visiter le stade de Boca Juniors un matin en Uber. J'ai pris un Uber 10 minutes. J'ai pris quelques photos. Évidemment, le stade était fermé. Puis j'ai retourné parce que je ne pouvais pas quitter Buenos Aires sans aller voir le fameux stade. Donc, on a fait même une tournée du stade, l'autre stade que j'ai oublié, là, comment il s'appelle en Argentine, mais bon. Celui de River Plate? Ah, River Plate, excuse, ouais. C'est correct. Ouais, excuse-moi. Mais en termes d'expérience, je veux dire, on est arrivé à Brasilia après notre camp en Argentine, puis tu sais, la façon que c'est organisé avec les membres de la FIFA qui sont partout, avec les autobus, les escortes police, tout est organisé comme un événement mondial. La CONCACAF le fait déjà. Tout est très bien organisé, mais je pense que la FIFA l'amène à un autre niveau. Fait que les jeunes de 17 ans, moi, je ressentais pour eux, je me disais, waouh, ils doivent ressentir vraiment que sont arrivés. Et puis après, tu joues le match d'ouverture. Le Canada, on joue le match d'ouverture contre le Brésil. Au Brésil, il y a 17 000 personnes. Je suis sur le banc. J'entends même pas mes collègues qui sont à 3 bancs de moi. Donc, c'est à 3 sièges de moi. Donc, c'était vraiment toute une expérience. Puis oui, c'est 3 défaites. Personne n'aime perdre des matchs, mais de voir en si peu de temps, avec un camp au mois d'août, évidemment, les qualifications au mois de mai, un camp à Montréal au mois d'août, de 7 ou 8 jours, un camp en Argentine par après, avec si peu de temps, le fait qu'on a pu mettre en place des choses, puis voir le modèle canadien visible, c'est quand on regarde les vidéos pour la 20e fois, tu peux voir qu'on est en train de mettre quelque chose en place, puis les joueurs sont capables de se débrouiller contre certains des meilleurs joueurs au monde. Donc, tu sais, on jouait contre des joueurs brésiliens qui vivent quotidiennement dans un monde pro. Donc, ils jouent pour Corinthians, ils jouent pour des clubs du Brésil de première division, ils ont 17 ans. La réalité avec les jeunes Canadiens, c'est qu'ils ne jouent pas avec des clubs pro. Certains d'entre eux, oui, disons en TFC avec l'équipe USL. Donc, ils jouent avec des hommes quotidiennement et ça paraissait qu'eux, physiquement, avaient une facilité à se débrouiller un peu sur le terrain. Mais malheureusement, les autres ont les compétences techniques, les compétences, certains d'entre eux physiques, mais en termes de vitesse de jeu, le fait qu'ils s'affrontent à des jeunes de 17, 18, 19 ans à tous les week-ends, que ce soit dans la USSDA, que ce soit dans des environnements, disons, juvéniles, ça a toute une différence. Et tu vois dans la vitesse de jeu, tu vois dans les capacités physiques, tu vois dans tout, dans la réflexion des joueurs. Et ça paraissait. Donc, pour nous, c'était notre plus grand takeaway. Qu'est-ce qu'on a noté de l'événement, c'est de voir nos joueurs. Donc, la CPL, on revient à l'argument de la CPL. Ça va vraiment créer un environnement pour voir ces jeunes-là de 17 ans en équipe nationale évoluer contre des hommes à tous les week-ends. Ça va mieux les préparer pour une Coupe du Monde. Mais mon expérience personnelle, désolé pour revenir au sujet, c'est fantastique. Puis
j'ai appris tellement de choses, non seulement avec le staff, mais dans les échanges avec les joueurs et les comportements et des échanges avec les délégués de FIFA et tout ça. Puis, comment, dans l'analyse de match et comment vraiment préparer les joueurs pour ça. Et on a eu des bonnes performances. Malheureusement, le résultat n'est pas allé dans notre faveur. Mais après, quand tu regardes les statistiques, on n'est pas loin des meilleures équipes qui se sont prononcées dans le tournoi. En sens dans la qualité du jeu, si on veut. Après, au bout de la ligne, il faut mettre le ballon dans le but et on ne l'a pas fait. Oui, exactement. Juste pour nos auditeurs, premier match contre le Brésil, même si les Canadiens se sont très vaillamment battus, je pense, selon moi. Et puis, j'avais vu le match, puis c'était une défaite 4-1 face au Brésil. Après, une défaite, je trouve, crève-cœur contre l'Angola, 2-1, avec un but dans la dernière seconde du match, un but angolais à 94e minute, si je me rappelle bien. Et puis après, le dernier match, une grosse déception. Je pense que les gars étaient un peu, peut-être, avaient encore le match de l'Angola dans la tête, puis une défaite face à la Nouvelle-Zélande, 1-0. Je pense que si jamais il y avait une équipe qui était un peu, qu'on était capable de battre, c'était plus la Nouvelle-Zélande. Mais bon, je pense que c'était dommage, mais comme tu l'as dit, peut-être un manque de réalisme devant le but. C'est ça qui a manqué au Canada. Oui, exactement. Parfait. J'aimerais juste aussi te demander par rapport, c'est sûr, on va utiliser tes talents de recruteur, même si je pense pas que tu as déjà été recruteur, mais n'empêche, parmi les joueurs que tu as vu évoluer devant toi sur le terrain, je veux pas parler de l'équipe canadienne, je vais parler des autres équipes. Donc, vous avez joué le Brésil, l'Angola et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que pour toi, il y a un prochain joueur, je vais pas dire le prochain, mais si, je vais pas aller aussi loin, mais quand même un joueur de classe mondiale qui était là, je pense plus qu'on va trouver ça du côté du Brésil. Est-ce que tu as vu cette pépite-là qui est quand même, qui t'a fait vraiment lever de ton banc en disant « Wow, OK, il est bon, lui ». Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs vraiment qui ont ressorti du lot. Les noms particulièrement, je m'en rappelle pas trop, mais je peux vous dire que l'arrière droit qui était juste devant moi pendant le match nous a donné un grand mal de tête. Puis, si je me trompe pas, encore, il faudrait que je recherche son nom. J'en ai tellement vu de noms, fait que je les ai oubliés, mais si je me trompe pas, il a signé en Europe tout récemment. Donc, tu vois que ces joueurs-là sont déjà sur un cheminement vers le monde professionnel. Même chose pour un de leurs attaquants qui joue pour leur équipe première de Corinthians. Donc, tu vois que les joueurs ont un niveau de maturité dans leur jeu. Ça demeure des jeunes de 16 ans, mais sont capables d'aller à un prochain niveau. Et pour nous, c'est ça notre défi, d'amener nos joueurs à ce niveau-là. Puis je vous le dis, ils n'étaient pas loin. Je me rappelle, j'ai écouté la dernière Coupe du Monde où le Canada a participé en 2013 et le Canada, malgré avoir fait, je pense, 2 matchs nuls et avoir eu 2 points, n'a pas figuré aussi bien, d'après moi, que cette version-ci des U17 a fait. Donc, c'est vraiment c'est touchy dans ce sujet-là, mais il y a plein de joueurs. Il y a des joueurs italiens. Je pense qu'il y en a un qui jouait pour l'Atalanta. La Hollande avait leur attaquant de pointe qui joue déjà dans le niveau senior. Il y avait beaucoup de joueurs où, si tu regardes, même l'Angola avait un ailier. Puis après leur premier match, il y avait des rumeurs qui circulaient. On recevait des tweets disant que Manchester City veut lui offrir, Manchester United voulait lui offrir une semaine d'essai. Donc, juste après un match qu'il avait joué contre la Nouvelle-Zélande. Donc, tu vois qu'il y a des joueurs spéciaux. C'est un tournoi qui permet des débouchés pour certains jeunes joueurs. Puis, je suis sûr pour des joueurs canadiens, ça va permettre des débouchés. Aussi, le fait il y avait des agents qui étaient disponibles, qui étaient sur place et tout ça. Donc, désolé si j'ai pas tous les noms. Non, c'est correct, c'est correct. Juste comme ça, si jamais tu en as vu qui t'a tapé dans l'œil, puis tu as complètement répondu, c'est sûr. Après les noms, c'est sûr que surtout que tu es sur le terrain, donc c'est un peu plus compliqué de te rappeler des noms, tandis que quand tu es devant un écran de télévision, c'est plus simple. Donc je comprends très très bien.
Par contre, une chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup étonné, et en fait, étonné d'un point de vue très très positif, tu parles du fait que il y avait des joueurs qui jouaient dans des clubs pro déjà, dans l'académie ou bien dans l'équipe réserve des clubs pro. Par contre, nous du côté canadien, on s'est retourné vers un gardien de but qui est dans une école privée aux États-Unis, qui ne fait même pas partie d'une académie dans des clubs canadiens. Moi personnellement, je pensais que c'était Benjamin Collins, le gardien de but de l'Académie de l'Impact, qui allait être titulaire. Mais finalement, non, on nous a surpris. C'était Marc Quadio qui était titulaire. Et en fait, il a disputé un très, très bon tournoi. Il a été extraordinaire. Est-ce que tu penses que des joueurs comme ça, si jamais tu les confrontes à un niveau plus élevé, comme ce que les joueurs brésiliens ont la chance de faire, ils seraient encore bien plus forts que ce qu'ils sont maintenant? Absolument. Tout tourne autour de l'environnement dans lequel il progresse. Je te donne l'exemple avec les 4 jeunes de l'Académie de l'Impact qui ont fait la pré-saison avec Thierry Henry et la première équipe. Juste ces 2 semaines-là d'expérience ou 3 semaines-là d'expérience, déjà, ça leur donne, disons, une plus-value quand ils retournent dans leur environnement avec les 17 ans ou 19 ans. C'est l'environnement dans lequel un jeune vit. Puis c'est vraiment à l'âge de 16 à 19 ans, l'âge crucial où ce que dans tout au sport, on peut faire une comparaison avec la Ligue majeure junior du Québec, c'est à ces âges-là que tu démarques, tu es confronté à de la compétition difficile et défiante pour arriver à un prochain niveau pour la CHL ou à la NHL. Pour le foot, c'est la même chose. C'est vraiment à ces âges-là, à 18, 19, 20 ans, où ce que tu dois être dans un environnement beaucoup plus difficile que ta zone de confort. Si tu n'es pas hors de ta zone de confort, mais tu ne peux pas arriver au prochain niveau, malheureusement. Tu peux, mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc, oui, puis tu reviens à l'idée de Marc. Marc nous a qualifiés pour la Coupe du Monde dans les qualifications et il a été très, très bon comme titulaire. Il nous a sauvé un penalty dans les penalties contre le Costa Rica pour aller à la Coupe du Monde. Après, à travers les 2 camps qu'on a fait, il a vraiment démontré des bonnes qualités. Chaque gardien, chaque joueur a quelques lacunes et des choses sur lesquelles ils doivent travailler et après des points forts. Et dépendant du match, on avait constamment des conversations, des longues conversations de voir quel est l'effectif 11 qui va mieux gérer ce match libre par rapport au 2e match, par rapport au 3e match. Puis c'est des longues conversations, des conversations difficiles aussi. Des débats des fois, mais il faut prendre des décisions. Puis on est allé avec les décisions qu'on a prises, mais l'environnement du joueur est crucial. C'est vraiment, surtout à ces âges-là, c'est crucial pour qu'il ait du succès à un plus haut niveau. Absolument. Mais justement, à ce niveau-là, est-ce que une des solutions, on a parlé parce que on s'entend que les académies des clubs de MLS ont fait un grand travail des joueurs au Canada. Là. On commence à voir les résultats. Là, il y a la Canadian Premier League qui offre du temps de jeu pour les joueurs U21. Il y a un certain nombre de minutes que les clubs doivent appliquer. Est-ce que, par exemple, peut-être la PLSQ ou les réseaux amateurs semi-pro devraient peut-être prendre un virage jeune? Est-ce que ça pourrait être une solution que toi, tu connais quand même bien la PLSQ? Est-ce que ce serait la solution que ce soit peut-être plus orienté jeune avec quelques vieux anciens pros pour les encadrer? Ouais, à mes yeux, le fait que la Canadian Premier League, la CPL, ait disons un règlement qui fait en sorte qu'il favorise le temps de jeu pour les moins de 21 ans, je pense que ça va de soi que le système inférieur, le système PLSQ, qui est une coche en dessous, doit avoir quelque chose de similaire en place. Pour moi, c'est juste normal. Puis c'est mon opinion personnelle, puis je le dis dans nos discussions qu'on a par rapport à comment on veut voir le foot évoluer dans le futur, mais pour moi, c'est important que la PLSQ ait un minimum de temps de jeu pour des jeunes de 19-20 ans. Puis je sais que la PLSQ réserve existe, puis c'est un débat, puis c'est pas là que je veux embarquer, mais parce que c'est pas vraiment mon rôle ou le but de la conversation, mais je pense que pour un joueur en équipe nationale, donc à 16 ans, en équipe nationale U17,
pour lui, l'environnement meilleur, malheureusement, c'est pas la PLSQ. Je veux dire, ça peut l'aider, mais c'est pas là qu'il va vraiment sortir de sa zone de confort pour aller à un prochain niveau. Je pense qu'ils ont besoin d'un environnement dans un système professionnel. Donc, je vous donne l'exemple avec TFC, qui ont une équipe réserve en USL. L'Impact de Montréal qui avait le FC Montréal. Puis, avec ces générations-là, on a vu quelques joueurs déboucher dans la structure supérieure. Ça, c'est un sujet tabou, Mike. C'est un sujet tabou de FC Montréal. On ne peut pas en parler. Je sais, désolé. Vous pouvez effacer ça de la conversation. Je pense que l'Impact et Vancouver ont aboli leur équipe réserve. Puis probablement que ça. On connaît un peu les raisons qui ont mené à ça. Puis on peut pas leur en vouloir. Mais je comprends ton point, c'est que les jeunes de 16-17 ans, pour qu'ils puissent s'améliorer, il faut qu'ils sortent de la zone de confort. Et la zone de confort, c'est pas des ligues de jeunes. Sortir de la zone de confort, c'est pas de jouer dans des ligues de jeunes, c'est pas de jouer dans des ligues semi-pro ou amateurs. C'est vraiment de jouer dans un monde de pro avec des hommes. Ouais, it's to learn the trade, right? C'est d'apprendre le métier. Et le vrai métier, c'est un USL minimum. C'est en CPL minimum. Parce qu'en PLSQ, c'est bien, je veux dire, le fait qu'on a une ligue semi-pro, mais quand les équipes s'entraînent 3 fois par semaine, c'est pas ce qu'a besoin un joueur de 17 ans qui est en équipe nationale, qui vient de vivre une Coupe du Monde ou qui va vivre une Coupe du Monde. Lui a besoin de vraiment quotidiennement de vivre avec des hommes, contre des hommes, vraiment des défis très, très difficiles. Donc, absolument. Puis c'est la même chose pour le côté féminin, avec les discussions qui ont peut-être commencé par rapport à une CPL féminine dans le futur. On sait pas quand, mais je sais que c'est en discussion. Parfait. Oui, ben c'est ça, sur le côté féminin. On en a parlé plusieurs fois ici sur CS Adérable avec des discussions assez animées avec des gens qui sont vraiment impliqués dans le processus, ou pas dans le processus en tant que tel, mais qui ont fait partie de la structure de Soccer Canada. Bref, j'aimerais juste parler un peu aussi les joueurs de l'Impact de Montréal, de l'Académie de l'Impact, qui, avec Thierry Henry, ils ont, avec les 2 semaines, ils ont beaucoup appris. Je suppose que tu parlais de Kishan Ferdinand et Thomas Giraldo. Par contre, j'aimerais que tu me parles de ces jeunes joueurs canadiens. Pour toi, à ton avis personnel, bien évidemment, pour toi, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Je veux qu'on exclue Jayden Nelson, parce que Jayden Nelson, pour moi, il a déjà prouvé plusieurs fois comme quoi il avait le niveau d'un excellent joueur dans le futur. La preuve, il a déjà eu une apparition avec l'équipe senior, 1 ou 2, je pense, à l'apparition avec l'équipe senior. Donc, je veux exclure Jayden Nelson, mais des autres joueurs de cette équipe du Canada, quel est le joueur qui, selon toi, si tu en as nommé 1 ou 2 ou 3, tu peux en nommer autant que tu veux, qui pour toi pourrait faire le saut au niveau professionnel et être le futur de cette équipe Canada senior, sachant que bien évidemment il y a la génération dont on parle, qu'on appelle dorée, ainsi de suite. Est-ce que tu vois de ces joueurs-là qui ont fait le voyage avec toi, certains qui pourraient faire partie, par exemple, des Popées en 2026, par exemple? Donc bref, quelqu'un, un diamant brut, comme on les appelle. Oui, il y en a plusieurs, puis j'aimerais toutes les nommer parce que je les adore tous, mais je pense qu'un joueur qui a vraiment performé pendant la Coupe du Monde et même aux qualifications, qui nous a surpris très positivement, c'était Gianfranco Facchini de Vancouver. C'est un jeune qui a grandi dans la région de Toronto, qui a décidé, je pense que c'était à l'âge de 14 ou 15 ans, de déménager à Vancouver pour se joindre à l'académie des Whitecaps et a évolué dans le système. C'est un arrière central, c'est quelqu'un qui est bâti très, 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 très dur. Il est de descendante italienne, fait que il met ses cheveux style Maldini. C'est un arrière central très robuste, mais qui est très, très mature dans sa réflexion, qui est techniquement assez propre pour un arrière central de haut niveau, qui prend des décisions simples, qui communique, qui livre. Il était le capitaine de notre équipe. Et je n'étais pas surpris quelques mois plus tard que Vancouver l'a signé un contrat MLS. Est-ce qu'il va jouer des matchs cette année en MLS?
mais en fait, personne ne sait même pas qu'il y a des matchs. Mais est-ce qu'il va jouer des matchs cette année avec l'équipe première? Peut-être pas, mais le fait qu'il va s'entraîner à tous les jours avec les joueurs, puis il a seulement 17 ans, sous la tutelle de Marc Dos Santos et Philippe, ça, c'est déjà un plus pour lui. Donc, ça lui donne une meilleure chance d'arriver au prochain niveau. Deuxième joueur à laquelle que je pense, c'est Toronto FC, c'est Ralph Prizzo. C'est un joueur qui a en camp et même avant les qualifications, qui avait connu des hauts et des bas, mais c'est un joueur que dès qu'il se met en forme et que son côté mental est bien équilibré, il est fantastique à voir parce que c'est le type de joueur que tu le vois peut-être, tu as l'impression qu'il est un peu nonchalant sur le terrain, mais en termes d'efficacité, c'est vraiment top. C'est un joueur qui est fort physiquement, qui est très bon avec le ballon des deux pieds, majoritairement gaucher, qui a une bonne frappe, qui calme le jeu. Le jeu, c'est comme un Pirlo qui peut avoir le jeu dans the palm of his hand. Tu sais, il contrôle un peu tout, puis il m'a impressionné. Puis encore, c'est un joueur qui a évolué en USL avant de venir à la Coupe du Monde. Et a fait la pré-saison avec la première équipe de TFC et aussi à la USL. Donc, tu voyais qu'il y avait une expérience un peu plus particulière que les autres. Et donc, lui, je le verrais faire partie du milieu de terrain à 3 dans une équipe canadienne au futur en 2026 peut-être, absolument. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup de ces petits. On va suivre de très très près leur carrière, bien évidemment. Ben écoute, Mike, je pense que on a eu une excellente entrevue. Tu as été un invité extraordinaire. Déjà, j'aimerais, je sais pas si certains de nos auditeurs ont écouté. Tu avais déjà fait une apparition à On fait quoi maintenant avec le CanFC, avec Stéphanie Radichevski et Étienne Boutillier, où tu as été vraiment très, très bon. Puis nous, on a adoré t'avoir ici en tant qu'invité. J'aimerais beaucoup te remercier d'être venu. C'était très, très, très enrichissant. C'était un grand plaisir, les gars. Puis n'importe quand, je suis disponible pour ça. J'ai aimé ça. Merci de l'invitation encore. Merci ça fait beaucoup, plaisir. Mike, également. Et on espère qu'on aura des bonnes nouvelles bientôt. Exact. On espère de bonnes nouvelles. Mike, est-ce que, je ne sais pas si jamais si quelqu'un veut te poser des questions, quelqu'un de nos auditeurs est intéressé à te poser une question, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un moyen de te joindre sur les médias sociaux ou comment on fait pour te rejoindre si jamais un auditeur a une question par rapport à ce que tu as dit ou veut échanger avec toi de foot ou quoi que ce soit? Ouais, sur Twitter, on peut me rejoindre à MV2. Lano, donc c'est mon nom de famille, Vitulano, mais c'est remplacé par un V et un 2, donc MV, le numéro 2, Lano, sur Twitter, c'est tout. Parfait, excellent. Ben écoute, encore une fois, merci beaucoup. Mes chers amis auditeurs, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là, cet épisode de CS à l'érable. Nous, on va continuer à travailler pour essayer de vous amener des invités de qualité, tout comme Mike. Et puis voilà, j'espère. N'hésitez pas à commenter, à parler de notre podcast et bien évidemment, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser aussi. Merci encore de votre loyauté et de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.